À toutes et à tous, je vous propose qu'on démarre. Il est 8 heures un petit peu passé. Les retardataires nous rejoindront ou pas. Bienvenue pour cette nouvelle séance du conseil municipal du 16 septembre. Prenez pas de Et il me revient de vous annoncer les absents du soir et les pouvoirs qui ont été donnés de Karine Poulalion à Françoise Le Gall, de Laurence Boublet à Christelle Cailleux, de Jean-Claude Santo à Jérôme Foyer, de Jean-Baptiste Ledévé à Philippe Martin, d'Odile Ginesté à Yann Guégan, de Delphine Bazanté à Jean Péché, de Michael Martin à Fabien Vetto et de Caroline Legrand à Laurent Quévaux. 10 personnes, a priori. Tous les autres sont réputés être présents, sauf pour l'instant Philippe Martin qui nous rejoindra peut-être. Et Fabiola Gabriel qui nous rejoindra peut-être aussi. Caroline, elle a donné son pouvoir. Donc, sans attendre, je vous propose de désigner, si vous en étiez tous d'accord, Françoise Le Gall comme secrétaire de séance, à moins que quelqu'un ait très envie de s'y mettre. Je ne vois pas de volontaire. Ainsi, Françoise Le Gall est secrétaire de séance ce soir. Merci. On va démarrer ce conseil municipal par quelques petites informations préalables et un point que Xavier Langade va nous faire dès qu'il aura attrapé son micro sur la rentrée scolaire. Bonsoir à toutes et à tous. Voilà, je vais vous parler de la rentrée scolaire qui a eu lieu le 1er septembre, où environ 600 élèves de Mur-et-Régnier se sont dirigés vers les écoles. Alors, on va faire un petit tour au niveau des effectifs par école. Pour Charles Perrault, la directrice est Madame Breton, et nous avons 81 élèves plus 8 TPS, donc les tout petits de moins de 3 ans. Et il y a 4 classes dans l'école. Pour l'école Marie Curie, le directeur est Monsieur Pichot. Nous avons 149 enfants répartis dans 7 classes, dont une Ulysse. Pour l'école élémentaire Bellevue, le directeur est Monsieur Merlot. Nous avons 139 élèves répartis sur 6 classes et 2 nouveaux enseignants, Madame Chiron et Monsieur Ganero. Pour l'école maternelle Bellevue, la directrice est Madame Sevaux. Nous avons 78 enfants répartis sur 3 classes. Et enfin, pour l'école privée Saint-Pierre, le directeur Monsieur Cotonéa. Alors, nous n'avons pas les derniers effectifs, mais il y a environ 150 élèves répartis entre les maternelles et les élémentaires. Au niveau des projets périscolaires, l'école Charles Perrault et l'école Marie Curie ont un projet autour des 4 éléments: la terre, l'eau, le feu et l'air. L'école Bellevue maternelle et élémentaire ont quant à eux un projet autour de la découverte des animaux de notre planète. Il y a également les projets de parcours culturel avec le centre Jean Carmet, l'exposition des artistes de Mur-et-Régnier, deux corps et deux cordes destinés au CP et au CE1, le projet théâtral, le printemps théâtral des maternelles, Alter pour les CE2, CM1, CM2 et Mondo Incognito pour les maternelles, donc petites, moyennes et grandes sections. Pour finir, nous avons également les projets de biodiversité et de développement durable, animation sur les pollinisateurs, cycle 2, une classe par école, ça c'est fin septembre, poursuite des rencontres enseignants école du dehors, et sur l'école Bellevue élémentaire, travail de finalisation sur la cour et renaturation, et lancement du projet sur la maternelle. Voilà. Merci pour ces informations exhaustives sur la rentrée scolaire, c'est plutôt bien passé. Et je cède la parole à Christelle Cailleux qui tente d'attraper un micro et qui va nous compléter cette intervention avec notamment le restaurant scolaire.
Oui, bonsoir à toutes et toutes. Désolée pour le dérangement sous la table. Bah oui, du coup, je profite de cette rentrée pour vous donner également quelques petites informations concernant la restauration scolaire. Déjà, en commençant par les effectifs dans les différents restaurants satellites de la commune. Donc, Marie Curie, et je vais vous redonner les chiffres. Alors, il y en a certains que je n'ai pas, hein, c'est normal, vous verrez. Donc pour Marie Curie, on avait en élémentaire, donc Marie Curie, on avait pour l'année scolaire 24, 25, 2024, 2025, 120 convives. Cette année, on en a un peu plus puisqu'on a 139 enfants qui fréquentent ce restaurant. Pour Charles Perrault, ça n'a pas bougé, 75 convives. Pour Saint-Pierre, pareil, hein, nous avions 49 maternelles et 90 élémentaires, ça n'a pas bougé non plus. Pour Bellevue en maternelle, nous avions 65 l'année dernière, nous en avons 74 cette année et 135 l'année dernière pour les élémentaires et 126 cette année. En fait, il y a eu un basculement, on le voit à Bellevue, des enfants qui étaient scolarisés en maternelle qui sont passés en élémentaire. Pour la crèche, le chiffre pour le moment n'est pas à prendre en tant que tel, puisque vous savez que les enfants qui fréquentent la crèche peuvent rentrer à n'importe quel moment de l'année. Mais en tout cas pour aujourd'hui, à l'heure actuelle, nous avons 26 enfants qui fréquentent la crèche. Voilà. D'autres petites informations, je vous avais dit que je vous informerai régulièrement concernant la régie directe. J'aurais aimé pouvoir vous donner d'ores et déjà les chiffres, les pourcentages en bio, mais pour le moment, c'est pas possible parce que ça serait beaucoup trop complexe. On va attendre d'avoir, on va dire, 3-4 mois pour vraiment pouvoir faire une analyse du pourcentage de bio, puisque je vous rappelle que ce pourcentage, il est calculé sur le budget, non pas sur un nombre d'aliments, mais bien sur la part dans le budget. Par contre, un chiffre qui parle déjà de lui-même, puisque les produits biologiques font partie de ce qu'on appelle les produits sous SIC, hein, donc sous signe de qualité. Et pour le mois de septembre, nous serons à plus de 82% de produits qui sont sous signe de qualité, ce qui est énorme. Pour les restaurants scolaires qui sont déjà bien avancés comme nous, on est plus à 60-65% pour les produits sous SIC qu'à 82%, donc c'est déjà un beau succès. Quelques fournisseurs également que je tenais à vous donner pour les 15 premiers jours. Excusez-moi, j'ouvre mon document. Nous avons bien Gaec Rue Bleue, donc ça c'est pour le fromage blanc par exemple sur le vendredi 5 septembre. Nous avons également Yann Combo. Alors peut-être que certains d'entre vous connaissent. J'ai envie de dire il est sur Brissac. Il fait des raisins extraordinaires et j'espère que vos enfants, en tout cas ceux dont les enfants fréquentent la restauration, vous en ont parlé, puisque ce raisin, il a quelque chose de particulier. Il est bio, mais ça, vous avez compris, voilà. Mais c'est surtout qu'il n'a pas de pépins. C'est une variété sans pépins. Et les retours que j'ai eus étaient carrément qu'en fait, voilà, ils n'avaient jamais mangé un raisin comme ça. Donc, on va continuer avec ce producteur local. La ferme des Chapelles, donc sur Andar, hein, qui nous fournit quasiment la totalité des légumes pour ces 2 premières semaines. Et bien évidemment, mais ça, j'ai pas besoin de vous le dire puisque c'est de toute façon indiqué sur tous les menus, ce qui est bio, pas bio. Nous avons encore des petites choses où il y a des réglages à faire. C'est normal, ça démarre. Mais franchement, moi, je suis déjà très fière du travail qui est fait à la cuisine centrale et voilà, je les encourage vivement à continuer. Je crois que je vous ai tout dit. Si quelques dates comme ça qui peuvent être intéressantes. Le 29 septembre, c'est la journée internationale de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc nous pouvons tous faire quelque chose par rapport à ça. Le 7 octobre, quelque chose qui nous touche plus proche, enfin je dirais qui nous regarde de plus près, puisque nous avons été invités, la responsable de la cuisine centrale et moi-même, à participer à un colloque régional qui va se tenir à Angers sur le thème des viandes durables en restauration collective. C'est-à-dire que c'est Laurent Terrasson qui est cofondateur des cuisines responsables, des cantines responsables, pardon, donc qui est un organisme à mi-chemin entre un organisme d'État et privé, et qui nous a demandé de venir de parler de notre expérience et surtout de pouvoir faire évoluer la filière viande, parce que c'est une des problématiques, et nous n'échapperons pas à la règle à mur une des problématiques est la filière viande dans la restauration collective. Voilà, je vous remercie.
Eh bien, merci pour ces précisions foisonnantes et intéressantes. On continue donc ces petits points d'avant-conseil avec Françoise Le Gall, voilà, qui va nous parler de la semaine de la parentalité. Bonsoir à tous. Effectivement, je vais vous dire un petit mot sur la semaine de la parentalité qui revient du 23 septembre au 1er octobre pour sa 3e édition. Cette édition sera placée sous le signe du lien, de l'écoute et du partage. Elle est co-organisée par les communes de Mur-et-Régnier et de Soulaines-sur-Aubance en partenariat avec la CAF de Maine-et-Loire et la Maison départementale des solidarités. Il y aura donc de nombreux événements proposés, gratuits et ouverts à tous, avec pour objectif effectivement de favoriser le bien-être des familles à travers la relation parents-enfants. Il y aura entre autres aussi une exposition qui s'appelle Tatil Textile, qui est vraiment une invitation à se laisser guider un peu vers du sensoriel. C'est enfin une exposition qu'on peut toucher, donc n'hésitez pas. Et cette première semaine de la parentalité, cette première journée, pardon, s'ouvrira par l'inauguration du lieu accueil enfants-parents, autrement appelé LAEP. Il s'appellera ce lieu le Tricotin et il y aura une inauguration du coup à 18h. Durant toute la semaine, vous pourrez effectivement aussi, au-delà des animations, trouver aussi des ouvrages sur les thématiques de la parentalité à la médiathèque qui restera ouverte aussi sur cette période. Voilà, donc je vous invite nombreux, parents, grands-parents, arrière-grands-parents, à venir profiter de ces moments en famille. Merci Françoise. Et enfin, la parole à Claire Touzeau-Gasnier pour ce qui concerne le livret d'accueil à l'attention des Érimurois. Oui, bonsoir à tout le monde. Alors, on aurait dû vous remettre ce petit livret ce soir, mais il a besoin déjà d'être actualisé parce que nous avions oublié quelques infos essentielles pour enrichir ce livret. Alors, auparavant, existait une pochette en fait avec plusieurs documents qui concernaient la commune, qui nous semblaient largement incomplètes et qui ne répondaient pas forcément à l'ensemble des demandes qui peuvent se présenter à l'accueil de l'hôtel de ville ou en ligne où on n'a pas en face de nous les personnes. Donc, on a réuni dans ce livret l'ensemble des informations pratico-pratiques en fait sur notre commune. On l'a souhaité plutôt exhaustif, j'espère. C'est pour ça qu'on l'actualise déjà, voilà, parce qu'il vient de sortir et qu'on a vu qu'il manquait notamment la mutuelle communale, qui est une nouveauté, et puis le lieu d'accueil enfants-parents aussi. Mais dans l'attente de l'actualisation et qu'on puisse vous le remettre en papier au prochain conseil, vous pouvez déjà aller le voir sur le site. Il est déjà en ligne dans la rubrique Découvrir. Donc vous verrez que c'est fait par rubrique. Et on a essayé vraiment de donner une vision la plus large possible de tous les équipements qui peuvent exister sur la commune, mais aussi des services municipaux, d'essayer d'en dire un petit mot de quelles sont leurs missions aussi pour comprendre qui fait quoi dans la commune et qui peut répondre à la demande ou aux attentes de nos habitants dans le quotidien. Voilà, donc je vous invite à aller déjà le consulter en ligne. Merci Claire. J'en profite d'ailleurs pour souligner que samedi dernier s'est tenu le forum des associations, parce que c'est en lien aussi avec ce que l'on peut proposer aux habitants, sous une nouvelle formule, et je tiens à remercier ici toutes celles et ceux qui y ont pris part à la fois dans l'organisation et pour leur présence dans ce moment important pour faire découvrir l'ensemble des associations, des activités sur Mur-et-Régnier. C'est ça. Et, je vais juste préciser un tout petit truc parce que ça m'est venu du coup. On l'a appelé livret d'accueil des Érimurois. Parce que justement, on s'est dit que ça ne concernait pas forcément que nos nouveaux habitants, puisqu'on était dans cette idée-là au départ pour pouvoir orienter les gens, mais ça concerne aussi des gens qui habitent sur la commune depuis des fois plusieurs années et qui n'ont pas forcément connaissance de l'ensemble de nos services. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Donc, bien, ces informations ayant été données, nous avons une secrétaire de séance, ça c'est fait, et maintenant il nous reste à approuver, avant de commencer avec notre première délibération, le compte-rendu du conseil municipal dernier. Y a-t-il des remarques, des demandes, des informations? Voilà, je ne vois rien de particulier.
Je vous propose de l'approuver. Qui est contre? Qui s'abstient? Et donc ce procès-verbal est approuvé. Je vous en remercie. La première délibération concerne la commande publique. Il s'agit d'une convention partenariale avec la centrale d'achat UGAP qu'on va vous proposer d'adopter ici. Donc, de plus en plus fréquemment maintenant avec Angelor Métropole, on essaie de trouver des synergies qui permettent de faire réaliser des économies aux collectivités qui sont membres d'Angelor Métropole, et cette convention en fait partie, puisque la centrale d'achat UGAP, que tout le monde connaît, je pense, c'est pas besoin de la présenter ici, propose différents types de produits dans un catalogue très fourni, et cette centrale d'achat se rémunère à travers une commission qu'elle prend lorsqu'il y a des transactions. Bien sûr, plus le volume d'achat est faible, plus la commission est élevée, plus le volume d'achat est élevé, plus la commission est faible. C'était pas très difficile à deviner. En 2022 et 2023, Angers-Loire Métropole et la ville d'Angers ont passé 3 millions d'euros hors taxes de commandes à l'UGAP. Et pour faire bénéficier à l'ensemble des communes d'Angers-Loire Métropole d'une marge réduite octroyée à l'UGAP, il vous est proposé ici de rejoindre cette convention partenariale, Angers l'ayant déjà signée. Angers-Loire Métropole, bien sûr, l'a adoptée, Angers l'a déjà signée, et donc invite 28 autres communes à rejoindre Angers donc, dans cette convention avec Angers-Loire Métropole. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Donc, il vous est proposé donc de rejoindre d'adhérer à cette convention afin de réaliser des économies substantielles sur les futurs achats auprès de cette centrale, et donc de m'autoriser à signer le document afférent à cette adhésion. Y a-t-il des questions concernant l'UGAP? Je n'en vois pas. Je vous propose de passer cette délibération au vote. Donc, qui s'oppose? Qui s'abstient? Elle est adoptée à l'unanimité et je vous en remercie. La deuxième délibération de ce conseil municipal, on va passer à la diapo suivante, je pense. Voilà, concerne les réserves communales, et il s'agit ici de l'état récapitulatif des biens portés par Angers-Loire Métropole. Je ne reviens pas sur ce que sont les réserves foncières communales, on en parle très souvent dans cette assemblée, mais conformément au règlement des réserves foncières, la communauté urbaine d'Angers-Loire Métropole a transmis l'état détaillé des biens immobiliers de la commune au titre du portage foncier au 31 décembre 2024. Cet état est annexé au compte administratif ou à toute autre délibération postérieure. Le compte administratif 2024 étant voté, il convient d'annexer ce tableau à la dite délibération. Et la suite, elle est là. Donc, il vous est proposé tout simplement, après avoir pris connaissance de ce tableau, qui est le reflet des réserves foncières communales d'Angers-Loire Métropole au profit de la commune de Murérigné. Ces réserves s'élèvent à ce jour à un montant de 1 871 155,51 € et représentent 9 125 mètres carrés de parcellaires répartis essentiellement aujourd'hui, vous l'avez vu, rue du Grand Pressoir, donc depuis de fort nombreuses années maintenant, et en nouveauté, le discours des Closeaux, qui veut étoffer cette liste, mais 31 décembre 2024, oui, tout à fait. Oui, mais là on est sur l'état des lieux de 31 décembre 2024. Donc ce qui nous permet de constater la valeur à 1 871 155,51 € des réserves foncières, lesquelles ont diminué comme vous le savez, puisqu'en début de mandat on était à plus de 3 millions d'euros, sachant qu'une partie de ces réserves ont d'ores et déjà été rachetées par Alter pour poursuivre le projet des Hauts-de-Mur. Je vais y arriver. Y a-t-il des questions concernant cette délibération? Je n'en vois pas. Je vous propose donc de l'adopter. Qui s'y oppose? Qui s'abstient? Elle est adoptée. Je vous en remercie. Christelle Cailleux, maintenant, va nous parler pour cette troisième délibération d'une convention avec la Caisse primaire d'assurance maladie pour la mise en place des ordonnances vertes. Oui, effectivement, une délibération pour poursuivre nos actions en matière de santé par l'alimentation. Je pense que nous avons, en premier lieu, nous sommes intéressés à l'alimentation que nous pouvions
proposer aux enfants qui fréquentent nos restaurants, et y compris la crèche. Et la question du coup s'est posée, mais comment faire pour que finalement tout au long de la vie d'un enfant mais qui va devenir un adulte un jour, et Dieu sait que c'est important puisque les problèmes de santé ne viennent pas tout de suite. Comment on pouvait faire pour accompagner ces différents publics de manière probante. Voilà, je vais vous lire la délibération et ensuite je vous donnerai quelques petits chiffres et puis bien évidemment je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Donc ces ordonnances vertes, elles sont nées à Strasbourg en 2022, c'est très récent, mais c'est aussi lié à des faits, à des actualités. Et elles visent à limiter l'exposition des femmes enceintes et surtout, j'ai envie de dire, de leur enfant à naître aux perturbateurs endocriniens. Alors déjà, qu'est-ce qu'un perturbateur endocrinien? Parce que c'est vrai que c'est un mot qu'on entend souvent, mais finalement qui n'a pas la même valeur pour tous. Donc déjà, il faut savoir qu'en 2019, donc cette date, je ne serais pas surprise qu'aujourd'hui on en ait encore découvert d'autres. En tout cas, en 2019, on recensait 906 perturbateurs endocriniens, qui sont des substances chimiques, mais qui ne sont pas nécessairement d'origine artificielle, hein. Il y a des perturbateurs endocriniens qui sont d'origine naturelle. Je peux en citer déjà un comme ça, le soja. Le soja est un perturbateur endocrinien. Lorsqu'il n'est pas fermenté, nous savons qu'il est estrogène-like, donc il mime les oestrogènes. Ces perturbateurs endocriniens sont donc présents dans notre environnement au quotidien, que ce soit dans notre alimentation, que ce soit également dans certains de nos meubles, dans nos vêtements, dans la cosmétique, dans l'hygiène corporelle. Et malheureusement, ils dérèglent le fonctionnement hormonal des organismes. L'un qui est très connu, malheureusement, les pesticides font bien évidemment partie des perturbateurs endocriniens. Donc cette ordonnance qui accompagne les femmes enceintes en procréation médicalement assistée, donc PMA, tout au long de leur parcours de grossesse à travers des ateliers de sensibilisation aux perturbateurs endocriniens et à l'alimentation saine, sont également accompagnés parce qu'il y a bien évidemment l'information qui est essentielle, l'accompagnement sur cette information, mais concrètement à un moment donné, il faut changer l'alimentation. Donc cette ordonnance verte permet de mettre à disposition un panier de légumes en agriculture biologique locale, c'est mieux, chaque semaine sur une période donnée. Cette convention avec la CPAM, donc Caisse primaire d'assurance maladie, elle se fait en lien avec le corps médical. Alors que ce soit le médecin, la gynécologue ou le gynécologue, la ou le sage-femme, en tout cas la personne qui va suivre dès le début, c'est encore mieux quand c'est même avant la grossesse, mais c'est souvent au moment de la déclaration de la grossesse. Donc ce professionnel de santé qui va suivre la maman va remplir une ordonnance verte qui va permettre du coup à cette personne, à cette femme, de s'inscrire dans ce dispositif pour 6 mois en ce qui concerne Mur-et-Régnier. 2 autres structures ont lancé ce projet sur le territoire récemment. Par contre, c'était absolument pas des structures communales. C'était pour les deux des structures associatives et qui ont rencontré certaines difficultés que bon, je pourrais éventuellement vous en parler après, mais qui nous a amené à ne pas fonctionner comme ça parce qu'on voulait en fait que ça marche vraiment et on voulait éviter toute source de difficultés qui amènerait des femmes enceintes à ne pas vouloir profiter de ce dispositif. Donc c'est dans ce contexte que la commune de Mur-et-Régnier a répondu à l'appel à projet lancé par l'assurance maladie de Maine-et-Loire dans le cadre du Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaire. Cet appel à projet soutient des initiatives innovantes en santé environnementale. Ces financements entrent dans le cadre du dispositif qui sera déployé d'ici la fin de l'année 2025. Et cette convention conclue entre la commune et la Caisse primaire d'assurance maladie porte sur le financement des actions de communication à destination bien évidemment du public dédié, donc les femmes enceintes, mais également des professionnels de santé, qu'ils soient sur la commune de Mur-et-Régnier, sur un territoire plus large, voire même jusqu'à Angers. Nous savons qu'au CHU, nous pouvons compter
sur un médecin, un professeur, je crois même, puisqu'il est oui, médecin anesthésiste, oui, je crois que c'est ça, qui est déjà, qui attend en fait avec beaucoup d'impatience que l'on mette ce dispositif en route, et également pour la conception et la diffusion de livrables pédagogiques de façon à pouvoir que la personne puisse avoir un document qui l'accompagne tout au long du dispositif. Cette convention couvre également l'organisation de 2 ateliers de sensibilisation portant sur les perturbateurs endocriniens. Et donc là, vous avez le détail en fait de ce que la CPAM subventionne, donc 500 € pour vraiment la communication, les supports, et également 600 € pour l'animation et donc les moyens, ce qu'on appelle les moyens humains. En fait, en clair, payer les intervenants professionnels qui viendront accompagner ces femmes. Ce partenariat vise également à positionner la Caisse primaire d'assurance maladie comme interlocuteur facilitateur entre la commune et le corps médical local. C'est quelque chose de vraiment innovant. Donc il faut vraiment qu'on puisse se faire accompagner, nous aussi, commune, par des personnes qui sont au plus proche du public que nous avons cherché à viser. Donc en renforçant ainsi le lien entre prévention, information et acteurs de santé. Le lancement de ces actions est envisagé à partir de l'automne 2025 dans le cadre du déploiement du dispositif à l'échelle locale. L'engagement de la Caisse primaire d'assurance maladie autour des enjeux de santé environnementale et en particulier sur la problématique des perturbateurs endocriniens s'ancre dans la volonté communale de faire le lien entre alimentation et santé publique. Voilà, je vais vous donner quelques petits chiffres qui peuvent permettre aussi de comprendre pourquoi une commune, à un moment, s'intéresse à ce dispositif et pourquoi nous, on a eu envie d'y rentrer. Alors, il se trouve que j'ai passé toute la journée aux rencontres de l'alimentation durable qui se tenaient à Paris. Alors, je ne suis pas allée à Paris parce que déjà sinon je ne serais pas là. Et puis pour des raisons budgétaires, j'ai demandé à pouvoir y participer en visio. Mais certains chiffres sont ressortis que je vais quand même vous donner. Nous avons une augmentation en France de 160% du diabète. Moi déjà quand j'entends ce chiffre-là, je me dis waouh, il y a urgence, quoi. Nous avons également des dépenses de sécurité sociale qui sont de 643 milliards par an. Sur ces 643 milliards de dépenses, il y en a 180 qui sont directement liées aux maladies liées aux perturbateurs endocriniens. Donc je vous laisse faire le ratio. Des chiffres comme ça, ils peuvent pas nous laisser indifférents. Et c'est vrai qu'on pourrait se dire, après tout, c'est pas notre problème. Nous, on est juste une commune. Pourquoi s'occuper de ça? Moi, je pars du principe, et l'ensemble des collègues ici partent du principe que peut-être que si on agit localement, et que si toutes les communes, parce que c'est un peu le but de Mur-et-Régnier, là, c'est de montrer que c'est faisable, et très clairement que tout Angéloire Métropole, et j'ai envie de dire beaucoup plus loin, que le Maine-et-Loire s'engage, que la région s'engage, et que peut-être le pays s'engage. Parce que quand on voit que 643 milliards de dépenses, il y en a déjà 180 qui sont liés justement à cette problématique de perturbateurs endocriniens, on ne peut pas rester comme ça à rien faire. Donc nous, on essaye, à la mesure de nos moyens de commune, à agir. 19 milliards d'euros, c'est le coût caché de l'alimentation. Donc, coût caché de l'alimentation, c'est quoi? C'est justement tout ce qui n'est pas de l'alimentation, mais qui va provoquer des problèmes. Alors, c'est pas que des problèmes de santé, ou alors on pourrait parler de santé environnementale. Ça serait aussi un sujet. Donc, c'est tous les coûts liés à des problématiques environnementales, des pollutions, des choses comme ça. La restauration collective, c'est 14 millions de repas par jour en France. C'est énorme. Donc imaginez que sur ces 14 millions de repas qui sont servis tous les jours, il y a une vraie prise de conscience et qu'on se refuse une bonne fois pour toutes à donner à nos enfants, quel que soit leur âge, mais du coup aussi à la personne qui les porte pendant 9 mois, et c'est pas rien 9 mois, qu'on leur donne à tous une alimentation qui permettra de ne pas les rendre malades. Moi, je pense que ça peut être intéressant d'essayer. Je vous laisse bien évidemment réfléchir à tout ça et me poser toutes les questions que vous souhaitez me poser. Des questions? Oui, bonsoir. Plusieurs questions comme ça en vague qui viennent de notre groupe, mais aussi d'habitants qui m'ont posé la question. Quelle communication est prévue? Comment? Parce qu'effectivement, là, on s'apprête à voter
euh, des montants pris en charge par la CPAM. On parle de 500 € pour la communication, 600 € TTC pour animation atelier, 1100 €. Bon, ça, c'est la prise en charge. Mais ça va coûter combien à la commune au final? Quelles animations sont prévues? Quels moyens? Qui, quoi, comment? Enfin voilà, qu'est-ce que vous envisagez? Parce qu'effectivement, communication, animation, c'est plein de choses, hein, c'est beaucoup de choses. Et le budget me paraît, par rapport à vos ambitions et ce que vous avez exprimé, me paraît un peu faible. Et puis, dernière question, c'est qu'est-ce que, là, on parle de la CPAM, mais quid de la MSA? Parce qu'on a aussi les habitants de la commune qui sont MSA et non pas CPAM. Alors, je vais peut-être déjà répondre à la dernière question. Alors là, je vous avoue très sincèrement que je n'ai pas de réponse. Je vais me renseigner, mais je vous remercie de poser cette question parce que c'est vrai qu'on oublie trop souvent que des salariés, et pas que des salariés, ne sont pas tous effectivement la caisse primaire d'assurance maladie et ont d'autres caisses. Donc merci et je me renseignerai. Pour ce qui est de la communication prévue, alors bien évidemment toujours les mêmes réseaux qui servent bien, la Gogan, bien évidemment un communiqué de presse, bien évidemment des communications directes aussi, et une communication par laquelle on n'a pas l'habitude de passer, mais là qui a toute sa justification, ce sont bien sûr les professionnels de santé. Nous sommes en train de les rencontrer en ce moment, et déjà un premier réseau qui avait été constitué par le CCAS, de gens, de professionnels de santé particulièrement investis sur la commune. Donc ça c'est alors ce que je pourrais appeler ça peut-être une communication informelle, je sais pas, vous me reprendrez. Après le budget, ce budget de la CPAM, ce sont des projets qui sont très innovants et du coup, je pense que eux-mêmes ne savent pas très bien encore comment accompagner les structures, qu'elles soient publiques ou privées d'ailleurs, comment les accompagner sans dépasser le cadre aussi de ce qu'ils sont censés faire. La caisse primaire d'assurance maladie, elle n'est pas nécessairement, pour le moment, ciblée sur l'alimentation. Elle est par contre totalement ciblée sur la santé. C'est bien pour ça que nous avons répondu à un appel à projet de la CPAM sur la santé. Nous avions répondu au contrat local de santé d'Angers Métropole, qui il y a 2 ans justement avait permis à des structures de se lancer dans le programme Ordonnance Verte. Malheureusement, ce programme n'a pas été continué. La CPAM s'est engagée à nous accompagner sur la durée, justement parce que ils ont besoin de territoires qui s'engagent sur ces sujets-là, parce que, comme je vous ai expliqué par rapport aux chiffres que cela représente en termes de dépenses publiques, c'est énorme. Voilà. Donc ils cherchent eux aussi des solutions pour agir en amont, mais ils ont besoin de partenaires. C'est vraiment c'est une convention de partenariat. Nous, on a besoin d'eux sur certains trucs, mais eux aussi ont besoin de nous, en fait. Donc, je vous le redis, il faut qu'on soit fiers aussi d'avoir ce courage de se lancer dans ce genre d'initiative. Pour ce qui est du budget aussi, alors là, on parlait du budget CPM, mais vous avez bien compris que s'il y a un panier, bon, c'est bien évidemment la collectivité qui va le prendre en charge, les 6 premiers mois, à 100%. Donc, on s'est basé un peu sur ce qu'on appelle les paniers AMAP. Donc, on s'est dit, on voit avec un panier de 10 € par semaine, pris en charge intégralement pendant 6 mois, à partir du moment où la femme est enceinte, donc a déclaré sa grossesse. Et puis, un deuxième semestre où là, on accompagne la personne. Et là, elle peut ne pas rentrer dans ce deuxième dispositif. J'espère qu'un maximum rentreront. Où là, on l'accompagne en fonction de son quotient familial. En fait, il y a ces 6 premiers mois où on met le paquet parce qu'on veut les emmener sur ce projet. On veut qu'elles aient le temps aussi de prendre conscience, de s'informer, d'être sûres qu'elles sont dans le bon chemin aussi, parce que c'est pas on cherche pas à faire du prosélytisme. Hein. Je veux dire, voilà, une proposition, c'est un choix que chacun est libre de faire. Par contre, cet accompagnement sur les 6 mois suivants, moi je me sentais pas. Là, c'est vraiment politique et on en a parlé. Je me disais non, c'est pas normal qu'on continue à accompagner totalement les 6 mois d'après. Par contre, il faut mettre le paquet sur les personnes qui vont lâcher le dispositif parce qu'elles n'auront pas les moyens. Voilà. Après, c'est à discuter aussi, hein, mais c'est notre politique. Donc, en tout cas, sur les 6 premiers mois, avec un maximum de 30 personnes, c'est 7 800 €. Voilà.
ça rejoint ma question, c'est effectivement, j'ai pas bien compris l'accompagnement ou la communication, l'animation qui était prévue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une femme enceinte, va se déclarer, ordonnance verte. Expliquez-moi. Moi, j'ai pas compris. Alors, donc, J'ai ce pas que vous compris n'avez le pas processus. compris, c'est le parcours, en fait. Le parcours qu'elle Le fait. parcours et l'accompagnement, Ok. concrètement, si vous parlez de panier à marque, tout ça, enfin, c'est quoi? Non, C'est 10 euros par personne? Je comprends pas. non, la Penny Map, c'était juste par rapport Oui, une comparaison. aux Oui, oui, comparaisons chez de ce que pouvait, voilà. Une personne est enceinte. Elle va aller voir un professionnel de santé qui va déclarer sa grossesse. Nous allons avoir des partenariats avec des professionnels de santé, qu'ils soient médecins, qu'ils soient sages-femmes, qu'ils soient gynécologues. Ces personnes-là ce seront des professionnels de santé référents, c'est-à-dire qu'ils rentrent dans le dispositif en tant que partenaires. Donc, quand ils auront en face d'eux une femme enceinte, ils lui parleront de ce dispositif. Alors, bien évidemment, ce dispositif pour Mur-et-Régnier, il n'est que pour des femmes qui habitent Mur-et-Régnier. Donc, voilà. C'est aussi pour ça qu'on tenait à travailler le plus proche possible, donc avant tout avec le corps médical de Mur-et-Régnier, mais on sait bien qu'il y a des femmes qui sont suivies au CHU. Hein. Donc, voilà, donc c'est pour ça que le cercle doit être élargi. Une fois qu'elle est rentrée dans ce dispositif, donc elle s'engage, elle a une charte d'engagement, on va dire, elle s'engage à participer à ces 2 ateliers. Elle s'engage également à aller chercher le panier avec les fournisseurs que nous aurons décidé d'avoir. Et au bout des 6 mois, c'est elle qui voit si elle veut continuer ou pas. Est-ce que j'ai été claire? Oui. Bon. L'information Merci. qui lui manquait parce qu'on n'a pas d'information. Ben non, mais c'est justement parce que ça vous permet de poser des questions, ce qui est quand même plus intéressant. On délibère. Il y a d'autres questions peut-être? Bon. S'il y a d'autres questions, on va délibérer. Alors, il faut juste que je retrouve du coup le papier. Oui. Alors, vu l'avis favorable de la commission alimentation, il est proposé aux membres du conseil municipal, après en avoir délibéré, de valider la convention entre la CPAM 49 et la commune de Mur-et-Régnier, d'autoriser Christelle Cailloux à signer la convention entre la CPAM 49 et la commune de Mur-et-Régnier dans le cadre de sa délégation. Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, écoutez, je vous remercie vraiment beaucoup. Eh bien, merci pour cette belle délibération, effectivement, prise à l'unanimité. Merci à tous, c'est vraiment très chouette. La délibération numéro 5 nous amène à parler de la désignation des représentants dans l'alimentation. C'est la 4 d'abord? Ah oui, la 4 avant la 5, c'est mieux. Donc, de la création d'un lieu d'accueil enfants-parents. Donc, le LAEP, on en a parlé tout à l'heure en introduction. Je vais vous la présenter, cette délibération. Donc, quelqu'un d'autre peut le faire. Bon, c'est moi qui suis marqué. Donc, tu veux le faire, Françoise? Bon, je vais le faire. Voilà. Dans le cadre de la CTG, donc la Convention territoriale globale qui a été signée avec la CAF en juin 2024, un enjeu majeur autour de la parentalité a été fléché comme axe prioritaire. La création d'un collectif avec des partenaires petite enfance, des parents ainsi que les élus a permis la création d'une semaine de la parentalité, on en a parlé tout à l'heure, en exergue du conseil municipal, et afin d'être au cœur des préoccupations des parents des territoires. Soutenu par les 2 élus à la petite enfance, la création d'un lieu d'accueil enfants-parents, LAEP, s'est très vite engagée afin de répondre en complémentarité avec le projet du Café des familles et la semaine de la parentalité à des actions globales en faveur du soutien à la fonction parentale sur les 2 territoires de Mur et Soulaine. Le LAEP a pour objectif tout d'abord d'offrir un espace de jeu et de rencontre pour les enfants de 0 à 4 ans accompagnés de leurs parents ou d'un adulte familier. C'est aussi favoriser les échanges et la socialisation entre enfants et adultes, soutenir les parents dans leur rôle éducatif, prévenir les difficultés éducatives et familiales, faciliter l'accès à des informations et à des ressources utiles pour les familles. Le LAEP sera implanté donc dans les locaux de la maison de l'enfance, ici, à Mur-et-Régnier, mis à disposition par la commune et géré par notre prestataire Vive 3 dans le cadre du marché maison de l'enfance. Ce LAEP sera ouvert une fois par semaine, le jeudi, une fois par semaine le jeudi, 3 fois sur Mur-et-Régnier, voilà, consécutive, et une fois sur Soulaine-sur-Vence. Il sera animé par des professionnels de la petite enfance et de la famille, recrutés et formés pour assurer l'accueil et l'accompagnement des familles.
dans le cadre d'une convention entre la commune et la CAF. Une évaluation annuelle du fonctionnement sera réalisée afin d'en ajuster les services et de les améliorer. Considérant donc que le LAEP sera un lieu d'espace et de rencontre, d'écoute et de parole pour les enfants accompagnés de leurs parents ou adultes familiers, considérant que ces lieux favorisent la socialisation des enfants, le soutien à la parentalité et la prévention des difficultés éducatives et familiales, et considérant enfin que la création d'un LAEP répond à un besoin identifié sur le territoire de la commune, nous vous proposons d'en acter sa création et de m'autoriser à signer tout ce qu'il y aura à signer concernant cette création. Avez-vous des questions concernant ce lieu d'accueil enfants-parents? C'est donc que ça a dû être à peu près clair. Je vous propose de passer cette délibération au vote. Qui est contre, qui s'abstient, et elle est donc adoptée à l'unanimité, et je vous en remercie. Ce qui nous permet de revenir sur les questions d'alimentation avec la délibération numéro 5, qui nous rappelle que nous avions délibéré il y a quelque temps pour adhérer à la SPL Papillote et compagnie. Cette SPL donc, qui est dont le nom d'origine est Angélois Restauration. C'est la cuisine centrale d'Angélois Métropole, hein, ça vous rappelle, tout le monde est OK avec ça, il n'y a pas de problème. Et donc maintenant qu'on a décidé d'y adhérer, il faut qu'on nomme un représentant, une représentante au sein de cette SPL, de cette société publique. Et nous allons vous proposer que ce soit la représentante Christelle Cailleux, puisque elle porte ici dans cette communauté les questions d'alimentation. Il nous semblait donc assez légitime qu'elle rejoigne le conseil d'administration de cette SPL, et il y a même deux choses en particulier. Il y a, voilà, c'est marqué ça. Il y a une question, voilà, il y a deux rôles qui sont dévolus aux représentants donc, de la SPL. Je vais y arriver, vous allez voir. Et il y a une question de censeur et il y a une question donc d'administration de la SPL. Voilà. Donc nous vous proposons voilà, un représentant permanent de la commune au sein de l'Assemblée générale des actionnaires et un représentant de la commune au sein de l'Assemblée spéciale de la SPL Angélois Restauration. Ce représentant aura alors un rôle de censeur, qui servira à quelque chose, mais dans les deux cas d'ailleurs. Voilà, donc on vous propose que Christelle Cailleux soit désignée représentante de la commune de Murérigny au sein de cette SPL et que soit le suppléant en cas où Christelle Cailleux ne pourrait pas y aller. Y a des questions là-dessus? Je n'en vois pas. Je vous propose de passer cette délibération au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Nous avons donc 4, voilà, je vais compter 4 abstentions concernant cette délibération. Merci, et nous allons donc passer à la délibération numéro 6 qui concerne l'instauration de l'allocation aux parents d'enfants handicapés, la PEH. Cette allocation concerne les agents de la collectivité qui seraient dans la situation suivante, c'est-à-dire qu'ils seraient parents d'un enfant handicapé de moins de 20 ans et que cet enfant serait bénéficiaire déjà d'allocation aux parents d'enfants handicapés, la PEI. Et nous pensons donc qu'il serait souhaitable que notre collectivité, puisque ça nous a été demandé aussi par des agents, puisse proposer cette allocation aux parents d'enfants handicapés. Cette allocation est à la charge complète de la collectivité dans le cadre de la rémunération, enfin, non pas de la rémunération de l'agent, mais dans le cadre en tout cas des ressources humaines. Cette allocation est d'un montant de 183 €. Elle est exonérée de cotisations sociales, bien évidemment. Et donc, elle court depuis la demande de l'agent jusqu'aux 20 ans de l'enfant concerné. Avez-vous des questions concernant cette demande? Je n'en vois pas. Je vous propose donc de passer au vote et d'approuver cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, elle est approuvée et je vous en remercie. Ce qui fait que la page numéro 8 étant derrière la page numéro 9, c'est un peu bizarre, on va passer à Fabrice Berland, donc, qui va nous parler d'environnement et d'une demande de subvention pour la végétalisation de la cour d'école élémentaire Bellevue. Exactement, bonsoir tout le monde.
Donc, nous allons évoquer cette demande de subvention qui va nous permettre cette année de végétaliser une première cour d'école, qui sera l'école Bellevue élémentaire, avant de passer aux suivantes les années qui viendront. Je vous lis la délibération. L'adaptation des communes face au changement climatique passe en partie par la correction des trajectoires prises par le passé, dont les conséquences aujourd'hui ne sont pas favorables à la santé. C'est le cas des cours d'école minérales, véritables îlots de chaleur faisant suffoquer les enfants et adultes qui les fréquentent. Une dynamique de renaturation des cours est largement lancée en France, à travers la France, et soutenue par les pouvoirs publics. À Mur-et-Régnier, c'est le groupe scolaire Bellevue qui a été fléché en priorité. Le bâtiment et la cour en élémentaire ont été rénovés en 2021. Malheureusement, la réfection de la cour a consisté en un renouvellement du revêtement goudronné sur la quasi-totalité de l'espace, environ 1350 m² sur une surface totale de 1750 m². Afin de procéder à cette renaturation, une étude et des travaux de déconnexion et de gestion des eaux pluviales sont nécessaires pour penser la désimperméabilisation et la végétalisation de cet espace qui, à terme, conduiront au rafraîchissement. De façon générale, l'amélioration de l'infiltration des eaux pluviales contribue à l'amélioration du contexte climatique local, à la vie du sol, à son maintien et surtout à l'amélioration de la qualité des eaux et la diminution du risque des inondations. Un plan de financement prévisionnel a été élaboré pour les travaux permettant la gestion durable des eaux de pluie. Donc vous avez les tableaux qui vous présentent les dépenses d'un côté, l'étude de déconnexion des eaux pluviales pour 4 600 €, les travaux de désimperméabilisation pour 34 309,72 € et la jardinière récupérateur eau de pluie pour 1 500 €. Les achats végétaux, 1 400 € environ, soit un total de 41 810 €. Donc il est question d'aller chercher des subventions auprès de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne pour un montant de 70%, soit 29 267 €, et du Conseil départemental de Maine-et-Loire pour 10%, pour un montant de 4 181 €. La ville de Mur-et-Régnier prendra en charge les 20% restants pour un montant de 8 362 €, et on a bien une équivalence, une égalité entre les deux tableaux dépenses et recettes de 41 810 €. Je termine de lire, puis poser des questions après. Vu le CGCT, vu le plan de financement prévisionnel, vu l'avis du bureau municipal en date du 26/8/2025, vu les demandes de devis, considérant que les travaux de concertation avec la communauté éducative et l'accompagnement technique d'Angers-Loire Métropole ainsi que du département de Maine-et-Loire ont mené à l'élaboration d'un plan d'aménagement consensuel, considérant l'intérêt pour la commune de préserver la qualité de son environnement, tout comme la santé des citoyens, considérant que la commune peut solliciter le soutien technique et financier de partenaires institutionnels pour la réalisation de ce programme, il est proposé aux membres du conseil municipal, après en avoir délibéré, d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à faire les demandes de subvention auprès de l'agence de l'eau et du département de Maine-et-Loire dans le cadre du soutien à la déconnexion des eaux pluviales pour une gestion durable des eaux pluviales, d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer tout document afférent à ces demandes, d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à solliciter une dérogation pour démarrage anticipé des travaux. Juste pour compléter un petit peu, donc comme je vous le disais en introduction, on a vocation à continuer à revégétaliser la totalité des cours d'école. On a commencé donc par l'école Bellevue. Ce qui a été décidé et choisi l'a été suite à un certain nombre de groupes de travail et de réunions avec les enseignants, les parents d'élèves et d'autres intervenants, le personnel les agents de la commune, évidemment. Donc on est arrivé à une proposition qui a fait consensus. Le dessin de la cour que vous pouvez apercevoir sur les petits graphiques que vous pouvez apercevoir sur l'écran ont été réalisés en interne. Et on a donc maintenant un montant prévisionnel
Je dis bien prévisionnel parce qu'on aura des petites corrections à mener au fur et à mesure qu'on va découvrir des choses auxquelles on n'a pas forcément pensé ou lorsqu'on va commencer à décrouter le goudron dans les écoles, on aura peut-être quelques surprises aussi. Voilà, avait été chiffré au budget de cette année 50 000 euros, on n'y est pas encore. Si on a les subventions qu'on demande, le coût sera beaucoup moindre pour la commune, pour un résultat qui devrait faire la différence par rapport à ce qu'on a maintenant dans nos écoles. Une partie des travaux de plantation et d'aménagement seront réalisés enfin la totalité des travaux de plantation seront réalisés en interne par la commune avec l'aide des enfants de l'école. Et puis les aménagements seront réalisés en interne. C'est essentiellement les travaux de ETP qui seront faits par l'entreprise NGE. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions à propos de tout ça. Monsieur Binet. Oui. Du coup, moi, je me permets de réagir par rapport au fait qu'il y ait une partie des travaux qui sont réalisés en interne. Est-ce que dans les budgets qui sont présentés, vous avez inclus le coût main-d'œuvre des agents? Le budget qui est de 50 000 euros? Non, dans le budget du tableau qui vous a été présenté. Ah pour, non, non, pas du tout. non, c'est juste donc en fait C'est le bac à fleurs là, de récupérateur d'eau, c'est 1 500 euros de fourniture. Oui. D'accord. Donc en fait, la commune ne paye pas les agents à travailler sur le projet. Bah, si. D'accord. Donc, Je vous ai dit pourquoi est-ce que que le ça coût, m'était pourquoi est-ce que le coût main-d'œuvre n'est pas associé au prix global du pot de fleurs là? On ne fait jamais comme ça. Oui, justement, c'est pour ça que je vous interpelle, parce que du coup, c'est facile de dire ça coûte 1 500 euros, alors que d'ailleurs, on paye des gens pour le faire. Et on le sait très bien, nous qui les gérons l'entreprise, agents, que en fait, c'est ce qui coûte le plus cher, la main-d'œuvre. Donc, ça serait bien d'avoir la valeur réelle de ce que ça coûte. oui, Alors, alors, je peux me permettre de répondre. Donc, les agents sont payés, hein, donc qu'ils soient occupés à faire ça, qu'ils soient occupés à faire autre chose, ils restent payés. On pourra, d'un point de vue purement analytique, si vous le souhaitez, affecter une somme, mais qui sera une somme qui est déjà budgétée, déjà dépensée en réalité, de manière à effectivement avoir une vision analytique des travaux qui ont été réalisés. Ça pose absolument aucune difficulté puisqu'on aura connaissance du temps horaire des agents. Maintenant, si ça n'est pas présenté ici particulièrement dans cette délibération qui est une demande de subvention, c'est tout simplement parce qu'on ne peut pas percevoir de subvention sur des travaux réalisés en régie. Donc ici, on vous présente dans le tableau les dépenses qui sont affectées à des entreprises extérieures et à des fournitures de manière à pouvoir solliciter une subvention en fonction de ces travaux-là. Mais après, bien sûr, c'est un peu comme pour tout, hein, on pourra tout à fait vous présenter des chiffres étayés avec une comptabilité analytique et du temps d'agent, pas de souci. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention? Oui. Juste bien comprendre, parce qu'on n'a aucun document annexe, donc je voudrais savoir à quoi correspond ce devis. Est-ce que c'est l'entièreté du projet, c'est-à-dire on va décrouter, comme vous dites, cette cour, on va revitaliser, enfin, sur quoi les enfants vont pouvoir marcher, s'amuser, etc. Ça sera de la terre. il va y avoir, vous avez les petits graphiques hein, à l'écran. Ouais, mais qui un sont graphique peut-être langage pas que celui qui veut suffisants. bien le comprendre. Il me semble que des dessins un peu plus conséquents ont été présentés à la commission transition écologique. Ensuite, votre question. Alors là, la En demande. fait, je vous demande, ça aurait été bien de pousser le devis dans les convocations, qu'on aurait au moins l'information. On aurait eu un descriptif de l'intervention d'NGE, comme ça on sait ce qu'ils font. Je pense. Ouais, voilà, ça aurait été bien. Et donc je vous pose la question, à défaut d'avoir l'information par ce biais-là, comment sera la cour? Comment sera la cour? Commission transition. Donc on ne pourra pas délibérer à ce moment-là. Non, mais on peut répondre, Fabrice, oui, sur comment sera la cour. C'est dommage de ne pas avoir les informations, c'est pas la première fois ce soir. Je trouve que d'habitude, c'est un peu plus fourni, les documents. Alors, je sais qu'il y a un problème d'envoi de fichiers, parce qu'on les a pas reçus comme il fallait. Mais là, pour ce conseil municipal de ce soir, qui a été décalé d'une semaine quand même, on n'a pas eu les informations en temps et en heure. Et en plus, ce soir, on a très peu d'informations, la convocation, l'ordre du jour, délibération, le tableau Excel sur les réserves foncières, point barre, quoi, voilà. Par contre, là, c'est intéressant d'avoir ce document-là. La commission, elle n'est pas obligatoire. Moi, je suis pas invité à la commission. Non, mais il participe. Bien sûr, mais moi, j'ai pas l'information. Voilà, j'aimerais bien pouvoir en disposer. Peut-être vous pouvez vous parler entre vous quand on présente des choses. Je trouve que
C'est une question légitime. Présents, qui puissent remonter les infos à ceux qui sont pas là. Non, mais je trouve que c'est un super projet. C'est un super projet. Je trouve ça dommage qu'il arrive seulement 6 mois avant les prochaines élections. Je pense il correspond pleinement à votre programme. C'est quelque chose que vous auriez pu avancer et porter depuis longtemps. Alors, Voilà. C'est pas un gros. Je termine, monsieur le maire, si vous voulez bien. parce que là, vous rentrez dans un truc qui est pas du Non, tout, mais du je tout dans le termine. cadre, non, non, Je il est peux pas du terminer. tout dans le cadre du conseil municipal. Le projet, il a été démarré. C'est un lieu démocratique. Je peux finir Le mes phrases. projet, il a été démarré il y a plus d'un an. C'est pas une Visiblement, je peux pas programme parler, électoral. monsieur le maire. Je Je vous peux pas laisse parler. terminer, cher monsieur. Mais non, mais Mais, écoutez, ne c'est pas rentrez pas dans très les courtois. considérations. Vous m'avez empêché la fois dernière, vous m'avez remis ma place la fois dernière. Excusez-moi, laissez-moi finir mes phrases. Je crois que c'est la moindre des choses quand même, je pense. Eh bien, On vous était n'êtes pas- respectueux vous jusqu'à n'êtes pas maintenant. polémique, il y a pas de On sujet. était respectueux maintenant. Oui, Je vous ai envoyé des questions une semaine Soyez à l'avance respectueux, comme demandé, aussi, etc. cher monsieur. Donc, j'aimerais avoir une réponse à ma question. C'est quoi le projet de cette cour? Voilà, tout simplement. Sur la totalité de... Une fois d'écouter, Une fois d'écouter, on Question- va question dessus. replanter des arbres, par exemple. On va avoir une partie où il y aura un jardin potager. Il y aura la création d'une noue, entre autres, pour recueillir les eaux de pluie. Il y aura des structures en bois qui vont créer de l'ombre aussi, en plus des arbres. Sur quoi vont marcher les enfants? Il va rester un espace qui sera toujours en goudron, mais à côté de ça, il y aura du gazon, il y aura des copeaux de bois. Voilà, ça va être à peu près essentiellement ça, voilà. Après, ça fait depuis qu'on est élu qu'on fait des projets de revégétalisation. On avait commencé plutôt par des squares urbains. Cette année, c'est une cour d'école. L'année dernière, c'était le square des Vignes. Avant, il y a eu le square de la Tremblay. Il y a eu l'espace autour de la salle des Grands Moulins. Voilà, depuis 4 ans qu'on est là, on essaye de revégétaliser au mieux notre commune avec des moyens qui sont pas énormes. Le coût global là pour cette cour-là est nettement inférieur à ce qui peut se pratiquer ailleurs, par exemple au Pont de C où ils avaient un budget de, tu te souviens Jérôme, par 240 000 euros par cours. Nous, on a un budget de 50 000 et on va arriver à un résultat qui sera tout aussi sympa avec vraiment beaucoup plus de verdure, des espaces de jeu un petit peu différents, peut-être avec le jardin potager, des structures où les enfants pourront se cacher, courir, enfin voilà. Il y aura un peu plus de place pour la biodiversité aussi. Le fait de renvoyer une partie des eaux de pluie vers la nature, c'est ce qui est maintenant grandement demandé, notamment par l'agence de l'eau, puisque c'est, comme c'est indiqué dans la délibération, source, ça vient augmenter les inondations, puisque les eaux ruissellent beaucoup plus vite vers les rivières. Ça permet de nettoyer l'eau quand elle traverse les plantes, ce genre de choses. Voilà, mais on pourra présenter, de toute façon vous serez invité à voir le résultat quand ça sera fait, et on démarre, pour vous dire sur le calendrier un petit peu, alors ça va être fait de manière à ne pas perturber les cours, c'est-à-dire qu'on va pas avoir les pelleteuses au milieu des cours en même temps qu'on aura les élèves présents dans l'enceinte de l'établissement. Donc les travaux démarrent aux prochaines vacances d'octobre, où ce sont les zones qui vont on va avoir essentiellement la partie d'écroutage, et puis ensuite il va y avoir une partie de réaménagement des terres qu'on va trouver en dessous. On aura peut-être quelques surprises, on ramènera peut-être un petit peu de terre, on fera certainement des mélanges comme il se fait beaucoup maintenant, terre-pierre, avec du compost, des fosses d'arbres suffisamment importantes pour que les arbres puissent s'épanouir et puis devenir des arbres majestueux et pas des arbres rikiki comme on a parfois dans les alignements de rue où le système racinaire n'a pas suffisamment de place pour s'exprimer. Donc en décembre, en principe, on a les premières plantations avec l'aide des enfants, et s'il faut, on continuera en janvier, enfin sur toutes les vacances scolaires, tant qu'on pourra planter évidemment jusqu'à la fin du printemps, parce qu'après il sera trop tard. Mais honnêtement, le projet devrait être très sympa. Il a été travaillé en collaboration avec tous les acteurs de l'école, et on a beaucoup d'espoir que le résultat soit à la hauteur de nos ambitions avec un budget restreint. Est-ce que ça répond mieux à vos questions? Merci pour ces précisions. J'ai pas de doute sur la réussite du projet et j'ai pas de doute sur la beauté du projet. C'est juste avoir les détails, effectivement, de quoi il s'agit précisément. Et puis le planning, vous en avez parlé, c'est très bien. Merci.
Qui est contre? Il y a une autre question. Non, non, c'est pas une question, c'est juste une précision. Parce que la dernière commission qui a eu lieu, c'était sur le square des Vignes où on était sur place. Et j'en ai pas eu d'autres depuis. Alors, que je on a pouvais une pas qui est prévue prochainement là. Oui, bah, peut-être, mais moi, j'ai pas Alors, pu on a- remonter les on a- informations puisqu'on n'y était pas. On n'a pas fait que le score des lignes, on est venu là après, hein, souviens-toi. Et on a présenté une partie de ce projet. Oui, mais il n'y avait pas ça, hein. Alors, bah, on n'était Il y pas avait pas les rendu dessins. aussi loin, il y avait encore des Oui, concertations. et donc, je pouvais pas remonter les informations avant. Alors, bah, le schéma, pour être honnête, le schéma définitif, on l'a depuis très peu de temps, en fait, d'implantation. Ah oui, mais il faut pas dire que je travailler. remonte pas les informations. J'ai pas dit que tu ne remontais pas les informations, j'ai dit qu'il faut Si, pas vous l'avez laissé hésiter entendre, monsieur Marat. à Si, si. discuter. Vous l'avez laissé entendre. Je l'ai laissé entendre. Si vous voulez, en tous les cas, je peux vous dire que ça bosse énormément autour de ce projet, qui C'est pas ce qu'on dit. évolue, C'est pas ce qu'on dit. qui évolue. On dit pas le Et, contraire. On dit pas le Et contraire. j'entends bien On que parle la de prochaine communication. fois, vous voulez C'est un plus, sujet. C'est un vrai sujet, la communication, hein. Oui. Qui est contre? Qui s'abstient? Eh ben, merci pour ce vote à l'unanimité. Merci Fabrice. Huitième délibération concerne maintenant les créances irrécouvrables. Donc, comme tous les ans, nous devons constater que nous ne pourrons recouvrir certaines créances qui ont été émises par la collectivité. Et cette année, nous avons une liste en non-valeur qui contient 11 pièces pour un montant total de 37,43 €. Ces impayés concernent des factures de faible montant pour 10 € pour 10 redevables. Pardon. J'imagine que le dernier, c'est un peu plus important, mais sur 37,43 €, ça représente pas grand-chose. Le montant reste sur le bordereau situation de la trésorerie et le paiement pourrait être encaissé en recette exceptionnelle. Nous vous demandons donc ici d'effectuer les écritures proposées de manière à ce qu'on puisse définitivement dire que ces créances sont irrécouvrables. S'il n'y a pas de questions, peut-être que ça n'en suscite pas trop. Je propose de voter qui est contre, qui s'abstient, et donc les créances sont désormais irrécouvrables. Vous avez lecture des décisions prises par délégation, et je vous propose maintenant de répondre à quelques questions qui nous ont été posées. Et vous me dites comment vous voulez procéder, Monsieur Guinet. Je crois que vous aviez posé une question il y a un petit moment, si vous voulez la reformuler. C'est Monsieur Beto qui a. Monsieur Veto, très bien. Allez, je vais commencer. Je suis chaud. On peut rigoler un peu. Première question, on a été alerté par un habitant sur les déchets qui ont été générés, déchets entre guillemets générés par les gens du voyage sur la commune. J'ai reçu des photos que je vous ai fait suivre. Nous considérons que c'est pas aux agents de nettoyer. Voilà. Qu'avez-vous prévu? D'ailleurs, à ce titre, je pense que vous avez été sollicité par un habitant qui vous a interrogé. Comment? Voilà. Son mail est resté sans réponse. C'est ma première question, j'en ai encore 3 autres. Alors, concernant cette question, donc on a effectivement connu cet été un épisode voyageur un peu tendu, un peu compliqué, puisqu'on a accueilli d'une manière un peu forcée quelques caravanes sur le site des Grands Moulins, suite à la fermeture qui, elle, était prévue de l'aire de petit passage, puisque l'aire de petit passage fait l'objet désormais d'un arrêté de fermeture sans date de réouverture. Et ceci, suite aux dégradations qui ont eu lieu sur l'aire de petit passage, il y a des stockages de véhicules et de la dépollution de véhicules qui a entraîné une pollution du site. Donc on a bataillé pendant des semaines et des mois pour obtenir la fermeture de cette aire qui va maintenant faire l'objet d'une dépollution et d'une analyse. Et pour l'instant, on a demandé à ce qu'il n'y ait pas de date de réouverture pour éviter les mêmes problèmes. D'ailleurs, ça n'a pas plu à tout le monde, puisqu'une fois qu'Angélique Métropole a refait la clôture, repeint les toilettes et réparé différentes choses, tout a été entièrement saccagé dans la nuit du 17 au 18 août. Donc il n'y a plus de clôture, il n'y a plus de compteur électrique et les sanitaires ont été dégradés. Voilà, donc une enquête est en cours et puis l'aire de petit passage reste fermée. Pendant ce temps-là, ces voyageurs-là, en l'occurrence, se sont installés au Grand Moulin
Donc nous, on a fait le nécessaire avec les services de gendarmerie pour qu'ils soient évacués le plus rapidement possible, mais le plus rapidement possible se transforme souvent en de nombreuses semaines. Et donc on a eu, comme vous, de nombreuses récriminations d'habitants, et à juste titre, concernant notamment ce qu'on a vu sur les photos. Quand c'est comme ça, il y a deux choses. La première, c'est que à partir du moment où l'aire de petit passage est gérée par Enjolras Métropole, c'est Enjolras Métropole aussi qui est censé rediriger les voyageurs sur des aires existantes. C'est ce qui a été proposé à ces personnes qui ont refusé d'être replacées, qui se sont installées de manière illégale au Grand Moulin. Donc ça s'est fait comme ça. D'autre part, ils sont aussi responsables de la salubrité et du nettoyage des sites. Donc les agents de la commune ne sont pas intervenus et n'interviendront pas dans ces cadres-là ici. C'est un élu qui est à ma droite, qui s'appelle Laurent Quévot, qui a nettoyé intégralement le site pendant ses vacances. Vacances qu'on n'a pas partagées d'un point de vue local, mais d'un point de vue emmerdement maximum lié à cette situation, oui. Donc c'est exactement ce qui s'est passé, et donc les agents n'ont pas à nettoyer, vous avez raison, ce genre d'exaction. C'est pas aux élus non plus. Oui. Bah, je sais bien, mais à un moment donné, il faut bien que quelqu'un le fasse. J'entends. Et les principaux intéressés ne sont que peu enclins à le faire, et les situations sont souvent assez difficiles et assez complexes. Déjà, on est quelque part assez content quand on a des situations comme ça qu'ils partent, parce que c'était quand même l'objectif premier. Et je pense que votre question suivante a trait exactement à la même chose, et la réponse sera exactement la même. Mais je vous laisse, je vous laisse la poser. Je la pose pour la forme, effectivement. J'ai reçu également une photo d'un boîtier électrique avec la porte enlevée, avec la sécurité qui s'anime autour de ça, forcément, voilà. Nous avions reçu la même photo, ça a été réparé. Appuie sur le bouton. Nous avions reçu la même photo et ça a été réparé dès le lundi, en fait, dès qu'on a eu la photo, les agents Ok. sont arrivés et là ils se sont occupés immédiatement de mettre en sécurité, enfin de refermer l'armoire, elle était juste ouverte. Donc, Bon, merci Laurent pour le nettoyage, mais je trouve que Non, c'est pas normal non plus. non, mais en fait, si je peux apporter quelques précisions, en fait, c'est que nous, on avait imaginé un planning avec Enjolras Métropole de longue date. En fait, depuis mars, on avait dit on va fermer, on va faire une étude de pollution. Donc, nous, on avait calé tout un calendrier. Donc, autour du 20 juillet, on fermait, on évacuait les personnes. Donc, à la fin, on a toléré une famille au Grand Moulin. On a toléré une famille, les autres devaient partir. Donc, on devait avoir 4 caravanes. Et en fait, quand ils se sont installés, les 4 caravanes, en fait, tout le monde a subi. Donc on s'est fait un petit peu dépasser. On s'est dit, bon, normalement, l'analyse de pollution, elle est commandée pour le 20. L'entreprise mandatée SAR venait, faisait l'analyse. Et donc, dans la journée ou le lendemain, on avait le résultat d'analyse. Il y avait une entreprise, les budgets avaient été votés en commission communautaire, dans le métropole. On avait tout bouclé, hein. Tout était prêt. L'entreprise avait déjà été mandatée, c'était courant à Saint-Laurent-de-la-Plaine, pour refaire le terrassement nécessaire, mais en attendant l'étude de pollution. On n'allait pas tout changer, on allait attendre l'étude. Aujourd'hui, on attend encore l'étude de pollution, le résultat. Donc, en fait, il y a eu un inattendu, et c'est pas nous qui avons commandé tout ça, nous on a juste calé le calendrier. Ensuite, c'est Enjolras Métropole, nous on a attendu qu'il y ait des libérations soient prises pour le budget, que tout soit organisé, puis ça a foiré au niveau du résultat de l'étude de pollution. Et donc aujourd'hui, on n'a toujours pas l'étude de pollution, et aujourd'hui, en effet, l'air est totalement inutilisable parce que les compteurs Linky ont été... donc il y a une intervention inédite importante. On ne sait pas qui c'est, il y a une enquête en cours. Oui. Alors, j'aimerais commencer par saluer le travail colossal de mon collègue de communication avec les voyageurs. On en a déjà parlé dans cette assemblée, je crois. Ce n'est pas tâche facile. Et vraiment, voilà, je pense que c'est nécessaire de le faire publiquement. Laurent, je trouve que tu gères la situation de manière exceptionnelle, je trouve, et je suis fière de son travail. Et j'aimerais ajouter que concernant les déchets sauvages,
Je fais désagréable constat sur le parking du terminus du bus dans le bourg que de nombreuses personnes qui ne sont pas des voyageurs prennent cet endroit pour une déchetterie. J'ai le sentiment, parce que je n'ai pas de preuves et je ne prends pas de photos de gens qui font des dépôts à cet endroit-là, j'ai d'autres choses à faire malheureusement, parce que parfois j'aimerais bien dire que non, c'est pas ici qu'on met ce genre de déchets. Mais en tous les cas, voilà, faut être conscient qu'il y a d'autres personnes qui le font. Oui, j'ai pas fini ma phrase, c'est que je pense que malheureusement, c'est peut-être pas des Hérimurois qui font ces dépôts-là, parce que c'est un endroit qui se trouve sur la route entre la Corniche et puis direction Angers. Donc je pense qu'il y a aussi des habitants de plein d'autres communes qui font des dépôts sauvages ici. Et c'est fort désagréable et ce ne sont pas des voyageurs qui font ces dépôts-là. Ce qui nous fait dire qu'il y a des gens bien et des gens pas bien dans toutes les communautés et que sur les dépôts sauvages, je termine là-dessus quand même, là on a quelques dossiers en ce moment et des dossiers qui sont en cours de résolution, donc il va y avoir quelques subsides pour la commune qui vont être demandés à des personnes malveillantes qui ont fait des dépôts sauvages parfois assez importants. Donc là, ce qui est bien, c'est que les enquêtes donnent du fruit, on trouve des auteurs et on verbalise, donc ça c'est plutôt pas mal. Et puis on va s'occuper des lieux dont tu parles aussi, puisqu'on va travailler sur la sécurisation de ces lieux de manière à pouvoir aussi identifier des personnes qui font des dépôts sauvages à cet endroit-là, et les amendes sont plutôt conséquentes. Donc n'hésitez pas, si vous voulez renflouer les caisses de la commune, à déposer des déchets n'importe où, mais en laissant votre nom, votre adresse et votre numéro de téléphone. Merci. Nous vous écoutons. La troisième question concerne le projet de terrain synthétique du Stade des Varennes. En préambule, on a tous lu dans la presse le club de Saint-Léger de Linières qui vient d'investir dans une pelouse synthétique innovante, sans microplastique, sans aucun microplastique. Une première en France, un terrain gazon nouvelle génération. Une avancée innovante qui a été soulignée par le préfet. Voilà. Moi, j'aimerais revenir sur le projet qui était porté par la commune, par votre majorité aussi. Vous aviez imaginé un montage avec du mécénat. Il me semble avoir déjà posé la question sur l'opération en elle-même qui n'a pas abouti. Mais moi, j'aimerais bien savoir, en fin de compte, de manière anonyme, bien sûr, mais combien de mécènes, combien de dons en euros, en quantité, voilà. Alors, et qu'est devenu le projet de rénovation du Stade des Varennes? Ouais, alors, différentes choses là-dessus. La première, concernant effectivement les nouvelles générations de terrains synthétiques. Déjà, on pose le contexte, ce qui fait qu'aujourd'hui, la SI Foot n'a pas de terrain synthétique, enfin, le Stade des Varennes en tout cas, c'est essentiellement lié au coût que cela engendre. Je pense que dans cette assemblée, on en a discuté souvent. En début de mandat, on était tous d'accord pour dire qu'on allait tenté de trouver des solutions pour aller vers un terrain synthétique au Varennes. À ce jour, on n'a pas trouvé de solution satisfaisante et le budget, même si les terrains s'améliorent, donc c'est plutôt une bonne chose, s'améliore en termes d'écologie et de durabilité, ça reste des investissements relativement très élevés. Qui font qu'on n'est pas en capacité d'investir dans ces terrains-là. À l'époque, on avait beaucoup travaillé avec le club pour trouver des solutions d'investissement, puisque la commune n'était pas en mesure d'investir directement, pour trouver des solutions d'investissement. À la fois par l'intermédiaire d'un mécénat, donc il y avait une documentation qui avait été montée à l'époque en collaboration avec le club sur un petit livret de mécénat, mais ça n'est pas allé plus loin que ça. C'est-à-dire que le livret de mécénat n'a pas été distribué, on n'a pas reçu d'argent de personne, et ça s'est arrêté là, puisqu'en parallèle de cela, nous avions mis en place une action en parallèle avec un des membres du bureau du club à l'époque. On s'était même entouré d'un avocat spécialisé dans les affaires juridiques de ces montages particuliers, qui visait à faire porter au club l'acquisition du terrain synthétique et qui permettait à la commune d'abonder en fonctionnement et non pas en investissement sur les annuités qui auraient été celles à la charge du terrain, du club de football. Donc ça n'a pas pu aboutir non plus. Donc aujourd'hui, côté terrain synthétique, même si il n'y a pas
il n'y a pas d'opposition formelle à ce que le club soit doté un jour ou l'autre d'un terrain synthétique. La vraie difficulté, c'est son financement. Et j'insiste vraiment là-dessus parce qu'il n'y a pas, je veux dire, personne ici n'est arc-bouté sur le fait qu'il y ait un terrain de football qui permette la pratique aux adhérents de la SI. C'est pas ça le sujet. D'ailleurs, si c'était ça le sujet, depuis quelques années, on ne mettrait pas quelques milliers d'euros par an sur la location d'un terrain à Trélazé. C'était un sur 2 créneaux l'année dernière, je ne sais plus trop en tête, mais voilà. Cette année, on a de nouveau un créneau à Trélazé, mais il faut qu'on en trouve un autre parce que c'est pas suffisant, peut-être avec une autre commune limitrophe. Donc, on met des moyens dans le fait de permettre, peut-être pas d'une manière idéale pour eux, mais de permettre au club d'exercer son activité et de satisfaire ses nombreux adhérents. Et voilà, après sur le terrain, je crois qu'on a un tableau, je vous ai sorti un tableau qui vous permettait de voir aussi les investissements qui ont été faits, je ne sais pas si on l'a en ligne, sinon je vais vous le dire comme ça. Depuis 2022, donc jusqu'à ce jour, la collectivité a investi, en termes d'investissement, 502 000 euros, alors hors subvention, je parle bien de montants d'investissement, qui sont répartis sur des diagnostics de requalification qui ont été faits en début de mandat, de manière à pouvoir aussi voir ce qu'on pouvait y faire sur ce terrain en termes de modification du terrain stabilisé en terrain synthétique. Donc il y a 7 800 euros, 5 400, 7 600, 3 000 en frais d'études. Il y a bien sûr eu l'éclairage du stade, donc on a éclairé, alors certes, j'ai entendu dire, et c'est vrai qu'on a le terrain stabilisé le mieux éclairé de France, mais c'est le cas. On a aussi un autre terrain d'entraînement qui est éclairé en LED. Donc ça, c'est un investissement de presque 400 000 euros. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a réinvesti aussi, alors c'est encore pas idéal, mais sur les systèmes d'arrosage, puisqu'on a eu des difficultés aussi avec nos systèmes d'arrosage, donc il a fallu remettre un peu de sous là-dedans. On a acheté une traceuse, on a remplacé des matériels sportifs, mais ça c'est la logique, quand ça s'use, on remplace. On a fourni et posé des buts pour 13 915 euros. Là, on est en train de travailler sur la clôture du terrain, puisqu'elle pose des difficultés, et notamment c'est une clôture qui mange les ballons, donc l'idée c'est d'éviter les pertes pour le club, parce qu'un ballon ça coûte cher. Donc là, on lance les travaux d'arrachage de cette haie, qui est une haie qui n'est pas une haie, enfin je veux dire, qui est conforme à ce qu'on peut attendre sur un espace comme celui-ci, et son remplacement par une clôture et une revégétalisation qui sera discutée avec le club dans les jours qui viennent. Et donc ça, c'est 37 628 euros. On a acheté une RC-Tri aussi pour 6 500 euros. Et on a investi, ça je trouve que tout est bien dans ce qu'on dit là, mais un investissement que je trouve très utile aussi, c'est le robot tondeuse pour 31 934 euros, qui lui est entièrement automatique, qui permet de tondre l'ensemble des terrains en herbe, sachant que ça va s'étendre aussi puisqu'il y a des plaines de jeu qui vont être aménagées par l'intermédiaire aussi d'un habitant que je remercie ici, et du club qui s'investit pleinement dans cette collaboration de manière à pouvoir rendre le stade des Varennes le plus approprié possible à l'exercice de ce sport. Mais pour le terrain synthétique, aujourd'hui, j'ai pas de miracle. Je l'ai déjà dit, et c'est pas ironique du tout ni cynique. S'il y en a qui ont de bonnes idées, même après les élections, même avant, même pendant, même quand vous voulez, pour permettre au club d'avoir un terrain, il n'y a pas de problème. On écoute tout le monde. Voilà pour ce qui concerne cette question. Et la dernière question que je vous ai adressée, c'est un rappel sur la situation du crédit qui était affecté au financement des locaux de la gendarmerie. Je vous avais interrogé sur les conditions de remboursement anticipé, à savoir qu'effectivement, vous aviez annoncé que les frais de remboursement anticipé étaient aussi élevés que si on allait au terme du crédit. Moi, j'ai fait un calcul rapide avec les éléments que j'avais. C'est pas tout à fait ce que j'ai compris. Voilà. Donc, pourquoi le prêt n'a pas été remboursé et comment rembourser cette dette alors que les revenus en face n'y sont plus, et sachant que si on va à terme du crédit, c'est 130, 150 000 euros de plus supportés par la commune.
Oui, alors tout à fait. Donc, premier point sur cet aspect-là, effectivement, j'ai dit une bêtise, c'était pas 80 000 euros qu'il y avait de solde d'intérêt sur le refinancement du prêt concernant les deux prêts de la gendarmerie qui avaient été refinancés en 2022, non, 2003 et 2004. C'était environ 200 000 euros d'intérêt qui restaient. Il n'en demeure pas moins que les 80 000 euros demandés par la banque, plus les 1 000 euros de frais en cas de remboursement anticipé, je reste ici convaincu que c'est quand même un peu beaucoup par rapport au solde restant dû, puisqu'il y avait un peu plus de 700 000 euros de solde. Quand vous êtes à plus de 10% d'indemnité de remboursement d'un crédit et qu'on vous répond, quand la banque vous répond que c'est normal parce qu'on est une collectivité, qu'on a bien les moyens de payer, je vous assure que ça énerve un peu. J'ai gardé les échanges de mails. Donc ça, c'est le premier point dont je voulais vous faire état ici par rapport au remboursement de ce prêt. Pourquoi on n'a pas remboursé le prêt? Ça, c'est la bonne question. Pourquoi on n'a pas remboursé le prêt? Ça a été une vraie question, de savoir si on remboursait ou si on ne remboursait pas. Un premier élément de réponse, c'est que si on a vendu, et je me permets ici de le redire parce que j'entends encore des gens qui me disent qu'est-ce qu'on va faire de la gendarmerie. La gendarmerie, si on pouvait écrire une bonne fois pour toutes qu'elle reste une gendarmerie, mais qu'elle a changé de propriétaire, c'est-à-dire que ce n'est plus la commune de Murérigné qui en est propriétaire, mais Meldomis, qui est un bailleur social, mais que le bailleur social, il héberge une gendarmerie et des gendarmes. Donc à Murérigné, il y a et il y aura une gendarmerie et c'est 14 gendarmes. Ça ne change pas. Et on continue de militer, nous, pour que ça devienne une brigade autonome. Donc autant vous dire que la gendarmerie va rester gendarmerie. Une fois que j'ai dit ça, pourquoi on fait ça? On fait ça parce qu'en 2024, on a une situation de trésorerie qui est préoccupante. On a dans le même temps le contrôle de la CRC dont on a pu échanger ici plusieurs fois. Et il s'agit de trouver alors une situation de trésorerie préoccupante, mais qui n'est pas préoccupante depuis 2024, qui est préoccupante depuis des années. Enfin, je veux dire, c'est pas nouveau ni pour nous ni pour vous. On peut remonter assez loin pour retrouver la situation de trésorerie préoccupante. Et personne ici n'en est comptable. Par contre, à un moment donné, il faut réagir quand il y a des investissements qui sont faits et qu'on n'a pas les subventions en face ou qu'on n'a pas les financements, puisqu'on ne peut pas emprunter. Murérigné ne peut plus emprunter d'argent puisque sa situation de dette ne lui permet pas de le faire. Donc, à un moment donné, on se retrouve dans une situation qui a été celle de la commune de Murérigné à une certaine époque, où on arrive en fin de mois et on ne peut pas payer les agents, par exemple, parce qu'il n'y a plus la trésorerie nécessaire. On n'a pas le fonds de roulement. On n'a pas ce qu'il faut en trésorerie. Donc il faut trouver de la trésorerie. Cette idée, elle a germé à ce moment-là. Elle a été de dire, et c'est je dirais, dans la balance, peut-être la moins mauvaise des solutions qui a été trouvée, mais c'est pas une bonne solution. Moi, je suis d'accord pour dire que c'est pas bien de se priver d'un revenu de 124 000 euros. Je suis entièrement d'accord pour dire tout ça. Mais il y a un moment donné, quand on peut plus payer, il faut trouver de l'argent quelque part. Quand on peut pas trouver de l'argent quelque part par l'emprunt, puisqu'on ne peut pas emprunter, quand on ne peut pas trouver de l'argent quelque part par la pression fiscale, parce qu'à Murérigné, pour ceux qui payent des impôts fonciers, je pense que, bon, c'est pas mal, et ben il faut trouver de l'argent quelque part. Il restait effectivement cette solution-là. Cette solution, elle a été étudiée et pour permettre en fait de passer le cap et de restructurer financièrement la commune, quoi, en fait. C'est-à-dire que quand vous n'avez plus du tout de liquidité, quand vous n'avez plus de réserve, quand vous avez un fonds de roulement qui est extrêmement faible, c'est-à-dire qui est à moins de 30 jours de fonctionnement, quand l'État vous demande d'être plutôt à 90 jours, à un moment donné, il faut trouver des solutions. La solution, elle est arrivée comme ça. Pourquoi je dis que c'est la moins mauvaise des solutions? Parce que, effectivement, quand on en a discuté avec la juge de la CRC pendant qu'elle était en train de faire son audit. Ça a été une discussion. Elle disait, c'est pas une bonne idée. Mais qu'est-ce qu'elle nous a proposé comme solution? Puisque je vais le dire, ce qu'elle nous a proposé comme solution. Elle nous a dit, c'est pas une bonne idée parce que vous vous privez d'une recette, c'est vrai. Même s'il y a de très nombreux travaux à faire, vous vous privez quand même d'une recette et faites plutôt un emprunt pour passer le cap des travaux. Vous permettrez aussi aux gendarmes de ne pas payer de loyer pendant un certain temps de manière à pouvoir compenser le fait que vous allez réaliser des travaux. Enfin bon, elle est partie dans un truc comme ça, en disant clairement aussi que la commune était au bord de ne pas pouvoir honorer ses engagements. Donc quand vous ne pouvez pas emprunter et qu'on vous dit faut emprunter, il y a déjà un problème. Donc qu'est-ce qu'on a fait?
on a pris le concours de la préfecture. Moi, j'ai appelé la préfecture pour savoir un petit peu ce qu'ils en pensaient. J'ai appelé la DGFiP, la Direction Générale des Finances Publiques, pour savoir si ce type de décision était ce qu'ils en pensaient, quoi, tout simplement. Et les deux ont dit exactement ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire c'est la moins mauvaise des solutions. Elle n'est pas bonne, c'est sûr, mais c'est la moins mauvaise. Donc il vaut mieux faire ça, parce que de toute façon, vous courez à la cessation de paiement, parce que de toute façon, vous n'avez plus les liquidités. Donc voilà ce qui s'est passé clairement. Aujourd'hui, on a certes une recette qui a disparu, mais on a un placement de 500 000 euros à 2,32% qui cette année nous a rapporté 11 600 euros. Nos 500 000 euros qu'on a placés, si on arrive à continuer, nous ou d'autres l'année prochaine, la commune en faisant très attention aux équilibres et à ne pas dégrader les réserves financières, ça nous fait au bout de, alors j'ai fait le calcul, je laisserai le contrôle se faire, mais à 2,32%, en 2035, quand on aura fini de rembourser le prêt, on aura 664 170 euros, ce qui est un peu moins que la somme qu'on aurait dû rembourser si on l'avait fait par anticipation, mais malgré tout, ça nous permet de conserver ces marges de manœuvre, ces réserves financières qui sont nécessaires. Je termine pour vous dire que, comme vous le savez, Mur-et-Régnier, depuis de nombreuses années, est placé dans le réseau d'alerte des communes. C'est-à-dire que comme les ratios sont assez mauvais du fait de la situation que j'ai décrite en préambule et pour lesquels on n'est pas comptable spécialement les uns et les autres ici, que ce soit la mandature d'avant ou celle-ci, il faut monter un peu plus loin pour trouver les raisons de cela. Et donc, tous les ans, on passe devant les services de la préfecture, de la DGFiP, pour expliquer un petit peu pourquoi on en est là et ce qu'on fait pour faire ça. Ce que je vais vous donner, alors c'est pas du tout un satisfecit, hein, c'est juste factuel et c'est concret. On a reçu un courrier du préfet donc le 4 août de cette année, qui nous dit que Mur-et-Régnier reste dans le réseau d'alerte, puisque les ratios sont, même s'ils s'améliorent, restent tendus. Mais que la commune a relativement limité ses dépenses directes d'équipement en 2023 et en 2024, que son fonds de roulement progresse de 1 058 000 euros en 2024, principalement du fait de la cession de la gendarmerie. Il reste toutefois inférieur à la strate, c'est-à-dire qu'on devrait avoir plutôt 1 535 000 euros que 1 058 000 euros en fonds de roulement. Pour autant, on nous indique que c'est plutôt une bonne chose et que bien que la commune n'a pas eu recours à l'emprunt depuis 2022, et avant, hein, là c'est 2022, mais avant non plus, son niveau d'endettement reste relativement élevé, et de conclure que nous vous savons conscients des difficultés financières de votre commune et nous avons bien noté les efforts de redressement auxquels vous avez consenti. Nous vous encourageons à poursuivre dans cette voie. Donc, je ne mets pas ça comme un satisfecit pour la majorité présente ici, puisque qui que ce soit qui aurait été aux commandes à un moment donné, la réalité, le principe de réalité fait que la gestion de ce budget, après on peut arbitrer, hein, il y a des choses qui plaisent pas. Je veux dire, la gestion du budget doit rester quelque chose d'extrêmement fiable et efficace. Et donc, voilà, aujourd'hui, on a pris la solution la moins mauvaise, semble-t-il, c'est-à-dire la vente de la gendarmerie pour renforcer les droits, pour restructurer la collectivité. Voilà la réponse que j'avais apportée. Si vous permettez un peu de contradiction, monsieur le maire. Je peux. Merci. La moins mauvaise, je sais pas. En tout cas, c'est de notre point de vue, et nous ne sommes pas le seul groupe à penser ça. Il y a aussi les citoyens qui le pensent. C'est pas une vision long-termiste, hein, c'est plutôt une vision court-termiste, parce qu'effectivement, la commune s'est privée d'un revenu régulier, pérenne, stable. Vous l'avez dit vous-même, d'un bon payeur. Les travaux, la CRC l'a dit, la Chambre des comptes l'a dit, auraient pu être faits, peut-être pas autant que ce que l'acquéreur les a estimés, mais je sais pas si les gendarmes sont aussi demandeurs des travaux que vous l'avez pu le lire dans la proposition de l'acquéreur. Dans tous les cas, la commune aujourd'hui a des revenus en moins. Voilà, elle est en difficulté, vous l'avez souligné, une difficulté toute relative, puisque l'ancienne mandature a réussi à restructurer la dette. On peut souligner le travail de Monsieur Fernandez. Il l'a très bien fait, il a permis à la commune de sortir d'une situation extrêmement délicate en rationalisant, en restructurant la dette de la commune. Aujourd'hui, tout le monde ici en bénéficie.
Et ça, il faut le souligner. Bravo à lui, bravo à l'ancienne mandature pour avoir fait ça. Euh, euh, C'était catastrophique avant, hein, vraiment, hein. C'est n'importe quoi ce qui a été fait, hein. Il faut le dire aujourd'hui ici, hein. Il faut le dire, c'est n'importe quoi ce qui a été fait avant. Euh, on peut pas endetter une commune comme ça. On peut pas endetter une commune comme ça. Ça empêche plein de projets et des beaux projets comme cette cour d'école qu'on aurait dû faire depuis longtemps. Bien évidemment, c'est assez évident, on est tous d'accord là-dessus. Mais je reste convaincu, nous restons convaincus que cette vente de locaux est une très mauvaise option. Très mauvaise option. Vous avez réussi à financer le Zoom, 145 000 euros, me semble-t-il. Le Zoom, pardonnez-moi. On se prive, il y a une convention, il y a un camping qui existait, qui aujourd'hui est sans activité. Enfin, je veux dire, il y a plein de choses que vous réussissez à faire, et ça, c'est pas possible. Et en plus, je le répète, euh, vous n'avez pas suivi les conseils des agents, la CRC encore moins. On n'a pas été consulté. Enfin voilà, je trouve que c'est un manque de démocratie et nous restons convaincus que c'est une mauvaise option qui a été retenue. Eh bien, nous vous avons entendu, nous prenons acte de toutes les belles choses qui ont eu lieu par le passé, de toutes les mauvaises qui ont lieu maintenant. C'est votre opinion, vous avez le droit de la porter. Nous en avons une un peu différente. Nous avons malgré tout réussi à aussi faire en sorte que ce budget reste un budget équilibré, un budget qui va continuer de servir les intérêts des Hérimuroises et des Hérimurois. Et donc, nous verrons bien ce que l'avenir dira sur la manière dont la commune sera gérée un peu plus tard. Voilà pour ce qui concerne les questions diverses. Y en avait-il une autre? Monsieur Binet. Moi, je voulais juste avoir une petite précision parce que du coup, je vous avais adressé un mail, monsieur le maire, vous demandant la répartition des volumétries d'achat par rapport au pain sur les deux prestataires qui avaient été retenus par la municipalité. Et j'ai pas eu de retour. Eh ben, c'est pour maintenant. Oui, c'est prévu aujourd'hui. Ok, donc moi je vais déjà vous parler de l'année dernière. Donc l'année dernière, on a eu essentiellement 2 fournisseurs de pain, donc qui étaient l'ami d'Aubance. Donc comme vous le savez, boulangerie à Marigny et BPA qui est à Saint-Germain. Et les vieux crotons juste pour le repas de Noël. Et je crois, si mes chiffres sont les bons, que l'année dernière, on en avait, je crois, pour 7 000 euros. Je vais revérifier ça. C'est ça. Et donc cette année, l'organisation est un tout petit peu différente, bien que on a souhaité vraiment ne plus faire appel à BPA qui en plus avait des problèmes pour nous livrer sur un jour dans la semaine. Et puis on s'est dit qu'on avait ce qu'il fallait aussi sur la commune. Donc on travaille cette année essentiellement toujours avec l'ami d'Aubance et les vieux crotons. En sachant que l'ami d'Aubance nous a, comme l'année dernière, comme les années précédentes, nous a bien réexpliqué que pour eux c'était compliqué l'organisation qu'on leur avait donnée puisqu'ils sont fermés le lundi. Donc cette année, le prévisionnel pour le pain, il est de 8 700 euros. C'est vraiment un prévisionnel parce que s'il y a quelque chose sur lequel il faut vraiment attendre la fin, c'est bien sur le pain parce que ça dépend beaucoup du nombre d'enfants qui sont présents. Ça va dépendre aussi des pique-niques. Enfin voilà, donc c'est un prévisionnel avec 3 500 pour l'ami de Levance et 5 200 pour les vieux crotons. Donc il s'explique essentiellement par le fait que quoi qu'il arrive, c'est bien eux qui livrent le lundi toutes les semaines. Donc c'est une semaine sur 2, mais tous les lundis, ce sont les vieux crotons. Voilà. Merci. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention? Je n'en vois pas. Je vous propose donc que ce conseil municipal s'achève dès maintenant, non sans vous rappeler que la prochaine séance aura lieu le mardi 7 octobre 2025 et que vous n'hésiterez pas à nous faire savoir si des documents venaient à vous manquer pour des raisons informatiques, mais normalement, désormais, tout est réglé, donc ça devrait bien marcher. Merci à tous, bonne soirée et bonne fin de semaine.